Bonsoir, merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Ce 6 mai, le Liban officiel a rendu un hommage national aux martyrs de la presse, ces journalistes tombés pour la vérité, la liberté et la patrie. Dans une déclaration solennelle, le président Joseph Aoun a salué la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour le Liban, soulignant leur rôle central dans les moments décisifs de l'histoire nationale. À chaque étape de notre histoire, des hommes et des femmes se sont mobilisés pour défendre la souveraineté et la dignité du pays, a affirmé le chef de l'État. Il a évoqué en particulier les journalistes tombés sur les champs de bataille, notamment ceux tués récemment dans le sud du pays, en pleine couverture de la guerre. Le sang des martyrs de la presse est celui de la liberté d'expression, a déclaré le président Aoun, qualifiant ces hommes et femmes de véritables symboles de résistance face à l'injustice. Le premier ministre Nawaf Salam, de son côté, a publié un message sur X. Leur voix continue de résonner à travers l'histoire. L'encre de leurs plumes trace encore le chemin vers un État juste, fort et souverain, a-t-il écrit. Cette journée des martyrs de la presse réaffirme l'attachement du Liban à la liberté d'expression, mais aussi à la mémoire de ceux qui ont payé le prix ultime pour informer, témoigner et résister. Sans eux, il n'y a pas de démocratie possible, conclut une journaliste la gorge nouée. Elle fait face à la place qui porte son nom, silhouette figée dans le bronze, mais chargée d'émotions et d'histoire. La statue des martyrs au cœur de Beyrouth est bien plus qu'un repère urbain. Elle incarne les luttes, les blessures et les espoirs du peuple libanais. En ce 6 mai, journée des martyrs, lumière sur ce monument devenu un symbole de résistance. Reportage. Au cœur de la place des martyrs trône une statue de bronze, la statue des martyrs. Elle représente une femme qui tient dans sa main droite un flambeau tout en lançant de son bras gauche un jeune homme. C'est la liberté montrant le chemin. À ses pieds gisent deux martyrs. L'histoire de cette statue raconte aussi une partie de celle du Liban, symbolisant l'indépendance du pays du Cèdre face à l'Empire ottoman. Érigée en 1960, elle est l'œuvre du sculpteur italien Renato Marino Mazzacurati. La Dame de bronze succède à une autre statue des martyrs réalisée en 1930 par le sculpteur libanais Joseph Hayek et qui s'est trouvé un nouveau refuge, les jardins du musée Sursock. Les martyrs que cette statue commémore sont ceux qui ont été pendus le 6 mai 1916 sur cette même place. À cette époque, elle s'appelait Place des Canons. Des nationalistes libanais seront exécutés à Beyrouth sur ordre de Jamal Pacha, le chef militaire ottoman de la région, alors en poste à Damas. De ces exactions, Jamal Pacha sera surnommé le boucher. La statue des martyrs, aujourd'hui, n'est plus exactement celle de 1950. Les guerres successives l'ont défigurée, mutilée. La Dame de bronze ira séjourner dans les jardins de l'Université Saint-Esprit de Kaslik lors de la reconstruction de Beyrouth dans les années 90. Ce n'est qu'en 2004 qu'elle récupéra son trône, place des martyrs, gardant les stigmates de la guerre. Elle soutient depuis les colères populaires, même le souffle de la double explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020 n'aura pas réussi à la déboulonner. À Gaza, les négociations de trêve semblent désormais vaines. Le Hamas affirme qu'elles n'ont plus aucun sens tant que la population palestinienne subit, selon ses termes, une guerre de la faim et de l'extermination. Dans une déclaration à l'AFP, Bassem Naim, haut responsable du Hamas, a rejeté toute nouvelle proposition de cessez-le-feu. Il n'y a aucun intérêt à engager des négociations pendant que les bombardements et le blocus affament la population, a-t-il affirmé, appelant la communauté internationale à faire pression sur Israël. La réaction du Hamas survient alors qu'Israël annonce une nouvelle campagne militaire pour conquérir l'ensemble de la bande de Gaza.
L'armée a repris ses opérations le 18 mars, mettant fin à 2 mois de trêve dans un conflit qui ne cesse de s'enliser. Selon les autorités sanitaires à Gaza, les représailles israéliennes ont fait plus de 52 500 morts, majoritairement des civils, un chiffre jugé crédible par l'ONU. Gaza, déjà vidée de ses habitants, soumise à un blocus total depuis le 2 mars, sombre chaque jour un peu plus dans une crise humanitaire catastrophique. L'aide n'arrive plus, les enfants meurent de faim et l'eau potable devient un luxe. Pendant que les discussions diplomatiques s'enlisent, les Gazaouis, eux, continuent de vivre dans l'attente d'un cessez-le-feu qui ne vient pas. Une série de frappes aériennes attribuées à Israël et aux États-Unis ont visé l'aéroport international de Sanaa, la capitale du Yémen. Ces frappes surviennent 2 jours après un tir de missile Houthi qui a atteint pour la première fois l'aéroport Ben Gurion près de Tel Aviv. La chaîne Al-Masira, porte-voix des Houthis, a affirmé que l'aéroport de Sanaa a été directement ciblé, en plus de 3 stations électriques dans et autour de la capitale, ainsi qu'une cimenterie dans la région de Amran, au nord du pays. Au Yémen, la capitale Sanaa a été secouée par une vague de frappes aériennes israéliennes cet après-midi. En représailles à l'attaque de missiles qui a visé Tel Aviv, l'armée israélienne a lancé une série de frappes d'envergure contre des sites tenus par les rebelles Houthis. Parmi les cibles visées, l'aéroport international de Sanaa, où le terminal passager, les pistes et plusieurs avions civils auraient été touchés. Selon la chaîne israélienne Channel 12, plus de 10 sites ont été ciblés et une vingtaine d'explosions ont été entendues dans toute la ville. L'aéroport est désormais fermé, a confirmé Avichai Aderari, porte-parole de l'armée israélienne en arabe, dans un message publié sur X. Les raids ont également visé des centrales électriques à Darbad, des stations-service et la cimenterie d'Al-Romran, décrite comme un site stratégique des Houthis pour la construction de tunnels et d'infrastructures militaires. Il s'agissait de frapper au cœur des capacités logistiques des Houthis, a ajouté un responsable militaire israélien sous couvert d'anonymat. Dimanche, un missile balistique tiré depuis le Yémen avait atteint pour la première fois la zone de l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv. Les Houthis ont revendiqué l'attaque, affirmant vouloir imposer un blocus aérien à Israël. Dans la capitale yéménite, les habitants redoutent de nouvelles frappes. Alors que le front sud à Gaza reste actif, le conflit s'étend désormais aux aires et aux capitales du Moyen-Orient, ouvrant un nouveau chapitre d'escalade régionale. À 3 jours des commémorations du 9 mai, la Russie est secouée par une attaque de grande ampleur. Plus de 100 drones ukrainiens ont été lancés dans la nuit, visant Moscou et plusieurs autres régions du pays. Le ministère russe de la Défense annonce avoir intercepté 105 drones, dont 19 au-dessus de la capitale. Des débris sont tombés sur une avenue du sud de Moscou. Aucun blessé n'a été signalé, mais l'impact psychologique est bien réel à l'approche de la grande parade militaire. Ils cherchent à perturber nos cérémonies de la victoire, a commenté un élu proche du Kremlin. Conséquence directe, 10 aéroports ont temporairement suspendu leur activité, notamment à Moscou et dans des villes de la Volga comme Volgograd, ex-Stalingrad, au lieu de la cérémonie russe. Dans la région de Koursk, 2 adolescents ont été blessés par un drone selon les autorités locales. Des coupures de courant ont également été signalées. Pendant ce temps, la guerre continue à faire rage de l'autre côté de la frontière. Une frappe russe a tué une personne dans la région d'Odessa et une autre a touché Kramatorsk, faisant 1 mort et 2 blessés, selon les autorités ukrainiennes. Nous ne croyons pas à leur trêve, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky en réponse à l'annonce d'un cessez-le-feu russe du 8 au 10 mai. Kiev, de son côté, entretient le flou. La Russie se prépare, elle, à célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est une guerre bien actuelle qui perturbe désormais ses symboles. Le front, lui, semble être déplacé jusqu'à dans les rues de Moscou. C'est le jour J-1 pour le conclave. Les cardinaux électeurs ont commencé à emménager au Vatican à la veille de l'élection du successeur du pape François. Au total, 133 cardinaux électeurs venus de 70 pays s'apprêtent à entrer en conclave sous les fresques marginales de la chapelle Sixtine.
l'un des conclaves les plus internationaux et les plus imprévisibles de l'histoire moderne de l'Église. Il y a 5 ou 6 profils sérieux, a confié l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco. Mais aucun ne s'impose naturellement. Les discussions à huis clos ont déjà évoqué l'unité de l'Église, la gestion financière et les scandales de violences sexuelles. Ce mardi matin, les cardinaux se sont réunis pour leur dernière congrégation générale dans une ambiance feutrée loin des projecteurs. 80% d'entre eux ont été nommés par François, mais les observateurs restent prudents. Cela ne garantit pas qu'ils choisiront un pape dans une continuité. Ce n'est pas le plus visible qui sera élu. Parfois, une simple prise de parole fait émerger un nom auquel on ne pensait pas, commente un cardinal sous couvert d'anonymat. Dès mercredi, la coupure du réseau téléphonique et le serment du silence absolu marqueront le début officiel du conclave. Les cardinaux, privés de leur téléphone, informeront le monde uniquement à travers la fameuse fumée. Noire, s'il n'y a pas de décision, blanche, s'il y a un nouveau pape. Autour de la place Saint-Pierre, les préparatifs s'intensifient, la sécurité est renforcée et les fidèles se massent dans l'attente. Enfin, une note positive. À quelques kilomètres de Nairobi, une ville nouvelle défie la corruption. Tatu City, première ville entièrement privée d'Afrique de l'Est, attire les regards, mais aussi les convoitises. Avec plus de 100 entreprises implantées, 25 000 habitants et salariés et un climat fiscal attractif, Tatu City concentre à elle seule 2/3 des investissements étrangers au Kenya. Un succès économique qui attire aussi les pressions politiques. Un gouverneur nous montrait des terrains depuis sa voiture en disant « Je veux ceci, je veux cela », raconte Preston Mendy-Hall, directeur du projet pour le groupe Rendivour. Plutôt que céder, les promoteurs ont choisi de dénoncer publiquement les tentatives d'extorsion. Une stratégie inédite dans un pays classé 121e sur 180 en matière de perception de la corruption. Nous travaillons sur le long terme. Dire non à la corruption, c'est protéger notre vision, souligne Mendy-Hall. Aujourd'hui, Tatu City grandit. Plus de 2500 logements construits, 5000 élèves scolarisés, des infrastructures propres en électricité et en eau et des projets industriels et médicaux d'envergure. Nous avons choisi Tatu City pour sa fiabilité électrique, essentielle pour notre usine d'oxygène, affirme Harrington Hopot, un industriel du secteur santé. Malgré les pressions et les accusations, Tatu City poursuit sa route. Pour ses fondateurs, c'est plus qu'une ville, c'est un pari sur l'avenir du continent. Et sur ce, nous terminons ce journal. Merci pour votre attention. Bonsoir.